Salut YouTube, ça va? Ça va YouTube? Petite vidéo rapide, là, je suis rentré de vacances, j'ai un peu la flemme de streamer et je suis tombé sur cette vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas la faire parce que en plus je sais que vous aimez le clash, je sais que vous aimez la fitna et là il y a eu du clash, il y a eu de la fitna au sein de l'antiracisme politique. Il y a Norman Ajari, je sais pas si vous avez vu, qui s'est lancé sur Twitch, il fait le Twitch, des Twitch le matin. Norman Ajari apparemment a fait plusieurs critiques à l'égard de Parole d'Honneur et du QG colonial et de Ouria Boutelja sur la stratégie vis-à-vis de la France Insoumise, des élections et des Blancs. Voilà. La vidéo dure 2h30, j'ai la flemme de regarder. Peut-être qu'il faudra que je regarde. Mais là, il y a un petit extrait de 13 minutes. On va regarder ça et on va y répondre. Et on va voir qui a raison selon moi. Alors, je dois préciser avant de commencer que je ne suis pas neutre et je pars avec l'a priori que Ouria a plus raison que Norman Ajari. Voilà. Déjà, il y a des trucs aussi d'affection et de fidélité. C'est-à-dire que Ouria m'a formé. Ça fait des années que je milite avec elle. Et donc, il y a ça déjà. Mais même sur la question... En fait, j'adore Norman sur la philosophie. J'adore Norman sur la théorie. J'adore Norman sur ses... sur ses envolées et tout. Mais je trouve que en termes de stratégie politique, je suis pas fan de Norman. Voilà, c'est pas quelqu'un que j'écouterais en termes de stratégie politique. Je le trouve un peu comment dire. Il y a une radicalité que j'aime bien. Voilà, il y a une radicalité chez Norman Ajari qui me fait bander. Mais cette radicalité, elle me fait bander, hein, tu vois. J'adore écouter cette radicalité et tout, tu vois, même quand il fait une institution policière qui brûle, si ça ne voulait pas bander. Moi, j'adore, hein, ça me fait, je suis fan de ça. Mais en termes de stratégie politique pure, bah, ce n'est pas quelque chose que je trouve très pertinent. C'est toujours intéressant de voir quelles sont les questions de radicalité, les questions de où on peut... qu'est-ce qu'on pourrait demander dans l'idéal, qu'est-ce que serait... Tu vois, où on peut pousser le curseur le plus loin possible. Mais après, il y a la question de la stratégie politique. Et la question de la stratégie politique se pose selon le contexte, vous voyez. Et moi, il y a cette phrase de Lénine qui me reviendra toujours. Analyse concrète de la situation concrète. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense que sur ce débat de la France Insoumise et des Blancs, je serais plutôt d'accord avec Ouria Boutelja. Surtout que je pense qu'il y a différentes stratégies, il y a différentes aussi... ils ne parlent pas du même point de vue. Ouria Boutelja fait partie du QG des coloniales. Ouria Boutelja fait partie de Parole d'Honneur, donc elle porte le nom d'un collectif. Elle est dans des trucs, un média politique qui veut intervenir politiquement. Elle est aussi sur tout un réseau qui rassemble plein de militants et de groupes militants des soulèvements de la terre, de la FA Paris banlieue, Contretemps. Voilà, il y a tout un réseau de militants de la gauche radicale dans lequel elle est intégrée. Et donc, il y a vraiment l'idée d'agir collectivement sur la politique. Et voilà, d'agir politiquement. Et donc, ça demande un autre regard et une autre analyse et un autre propos que la position de Norman Ajari qui, c'est mon avis, est un peu plus individuelle. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression que Norman Ajari évolue un peu en solo, de son côté, avec un aspect très philosophique. Et donc, voilà, t'as moins de... t'es moins dans un parti politique, dans une organisation politique. C'est plus ta parole seule qui compte. Et donc, tu peux plus aller dans une radicalité que je trouve parfois un peu radicale, qui me fait bander, mais qui n'est pas, pour moi, pertinente en termes de stratégie politique pure. Voilà. Voilà, grosso modo, mes a priori du moment. Voilà, là, ce sont mes a priori là. Maintenant, on va voir avec la discussion ce qu'il en est et ce que je pense. Beaucoup de mal avec le patriotisme décolonial ou la récupération des pauvres. Sur le coup, l'analyse de Norman, même si les défaitismes semblent plus réalistes. Bon, on va voir après, si être réaliste, c'est être défaitiste. Je sais pas, ça me semble un petit peu. Autant. En fait, moi, il y a le truc que elle est plus défaitiste, mais elle est réaliste. Mais les gens, si on veut être réaliste, on arrête de militer. Voilà, tout simplement. Vraiment, je vous le dis. Hein. Si vous voulez être réaliste en mode c'est réaliste et tout, et donc réaliste en mode rien ne peut changer, mis à part si on met le feu à tout, non, arrêtez. Voilà, arrêtez de militer et allez cultiver votre jardin dans votre coin. Voilà, sinon, c'est pas possible. Bref, allez. Alors, il me semble qu'il lisait un texte, c'est ça? Il lisait un texte d'un gars de Grenoble qui critiquait la stratégie électorale de QGD colonial sur la France insoumise, c'est ça, j'imagine. Moi, ça me... Vraiment, il y a un côté
cartiéristes parfois qui me saoulent, en mode il faut arrêter avec la France insoumise, il faut s'organiser sur les quartiers. Il faut s'organiser sur les quartiers, arrêter avec la France insoumise, c'est en bas qui s'organise. Moi, il y a un truc que j'ai envie de vous dire tout court. Voilà. Les gens qui nous cassent les couilles en mode arrêtez avec la France insoumise, il faut s'organiser dans les quartiers, organisez-vous. Voilà, je ne pense pas que nous, on vous empêche de vous organiser dans les quartiers. Il n'y a pas de souci, oui. Faites-le. Montrez-nous que c'est ça, quoi. Voilà. C'est pas ce que dit l'article. Il dit quoi l'article, Zamba Live? Tu peux me faire le résumé de l'article, s'il te plaît? Mais moi, je sais, par exemple, je sais que quand je suis allé à Grenoble, j'ai eu un peu ça. J'ai eu un peu en mode, ouais, Wissam, tu viens là, France Insoumise, mais ici, c'est les quartiers qui doivent s'organiser, tu parles pas de ça. Et je suis en mode, oui, bon, c'est pas à moi de Paris qui va dire au quartier de Grenoble comment ils s'organisent. Organisez-vous. Est-ce que c'est moi qui vous empêche, les quartiers de Grenoble, de vous organiser? Non, faites. En fait, moi, ça m'énerve. Les prouveurs qui sont en mode, il faut s'organiser sur la base. Vas-y, fais-le. Le QG décolonial n'empêche personne d'organiser à la base. Reprocher au QG décolonial que les quartiers ne soient pas mobilisés, ne soient pas organisés de manière autonome, c'est une mauvaise cible. Je veux dire, c'est pas le QG qui empêche ça. Hein. On n'a pas ce pouvoir-là, en fait. Moi, je suis d'accord qu'on n'est pas influent dans les quartiers. Donc, arrêtez de nous reprocher que c'est à cause de nous que les quartiers ne s'organisent pas. Voilà. Allez. Let's go pour ça. Mais si vous voulez, on peut lire l'article aussi. On lit en 2 spi l'article. Hein. On lit en 2 spi l'article et on va voir si ça ne parle pas du tout de ça. Allez, c'est beau. Même si on s'organise en local, il faut proposer un chemin qui permet de réaliser tout le travail fait au local, mais au niveau national. Bah oui, il faut un lien entre le local et moi, je ne suis pas du tout du genre à séparer le local et le national. Oui, le local et le national. Hein. Greg Tabuon, l'autre fois, qui parlait de Boutelja en mode « Elle a tous les pouvoirs de la Terre d'influencer la FI si seulement. » Ouais. Oui. J'en peux plus de cette fitna grenobloise. Ah, mais Saman Mali, mais... mais moi, je suis... j'en peux plus de ce truc-là. Là, il faut s'organiser dans les cas. Mais allez-y, voilà. Allez-y. Vous ne pouvez pas nous reprocher en même temps d'être des petits bourgeois déconnectés des luttes, qui sont dans la théorie, les livres, perdus dans Paris, et en même temps de ne pas faire les quartiers populaires. Faites-le. C'est vous qui êtes dans les quartiers. Faites-le. Voilà. Bon courage, bonne chance. Alors, je regarde déjà cet extrait. Un cas concret permet de voir le mécanisme. Lors de l'université d'été politique organisée dans cet écosystème, une militante antifasciste grenobloise, devenue élue LFI, est invitée à répondre à la question « Pourquoi les quartiers populaires ont-ils besoin d'une gauche de rupture ?» Ce cas n'est pas inintéressant parce qu'il faudrait juger une personne. Il est intéressant parce qu'il condense presque parfaitement le mécanisme. Son profil relie les mondes de la LFI que LFI a besoin de relier. Quartier populaire, discours décolonial, mandat municipal. Mais cette liaison se fait dans une personne, pas dans une organisation populaire. Attends, c'est qui là? Il faudrait que je lise l'article pour vraiment comprendre. Mais quoi, genre, il prétend que Kenza dit que c'est elle qui fait la liaison et pas l'organisation populaire, c'est ça? Son discours reprend presque toute la grammaire. Mais moi, déjà, il y a un truc que je vais vous dire. Moi, il y a un discours que je déteste. Envoie-moi l'article Zamba Live. Je vais faire ton article de merde. Voilà. Je vais le faire, ton article de merde, et je vais lui pisser dessus. Envoie-le-moi. Ça, il m'a énervé. Envoie-moi ton article de merde. En fait, moi, il y a une phrase qui m'énerve. C'est « Les quartiers ne sont pas des déserts politiques. » Si. Bien sûr que si. Ça ne veut pas dire un désert politique. Ça ne veut pas dire que les gens n'essayent pas entre eux de s'entraider, qu'il n'y a pas des réseaux de solidarité, qu'il n'y a pas des associations qui essayent de faire de l'humanitaire, que même les mosquées n'essayent pas, je l'ai dit moi-même, les mosquées jouent un rôle prépondérant, notamment dans la liaison, dans l'éducation, dans les réseaux de solidarité, dans l'aide aux familles et tout. Ça ne veut pas dire que les gens sont totalement apathiques. Mais bien sûr que c'est un désert politique, bien sûr qu'il n'y a pas d'organisation politique, mais c'est pas parce que les quartiers sont des teubés, mais c'est qu'on a tout fait pour empêcher que les quartiers s'organisent. Arrêtez avec ce mirage, ils sont pas un désert politique. Si, on a tout fait, tout a été fait, de la gauche à l'extrême droite, tout a été fait pour que les quartiers ne s'organisent pas, pour qu'ils soient un désert politique. Soit pour qu'il n'y ait pas d'autonomie de l'antiracisme des quartiers populaires, soit pour qu'ils ne viennent pas contester la gauche. Parce que la gauche, pour mettre des bâtons dans les roues, dans les organisations politiques par les indigènes, par les musulmans et tout, c'est les premiers à venir. L'entrisme, islamiste et tout. Donc oui, mais et en plus, regardez, le sujet sur lequel on va d'abord se mobiliser, c'est l'islamophobie. Il y a eu une organisation qui a existé, le CCIF, elle s'est fait dissoudre. Donc arrêtez. Il faut admettre que c'est un désert politique, mais ce n'est pas de la faute des quartiers. C'est qu'on leur a tout fait pour leur empêcher de s'organiser politiquement. Bon, il est où l'article? Personne ne veut m'envoyer l'article, en fait. Voilà, c'est ça. Personne ne veut m'envoyer l'article. Attendez, on fait Norman et après on voit l'article.
Tac, tac. Allez, Bah ouais, mais ça c'est difficile. Comment dire, quelles sont les critiques c'est sur l'article de Hedwig, tu veux. Non, mais juste une parenthèse. Hedwig Plenel va te reposer. Il en a à combien de liens partagés anti-EFI? C'est quoi? C'est trois articles anti-EFI qu'il partage par jour. Va prendre ta retraite, va te reposer, t'inquiète pas, on gère. Mais là, faut te calmer, mon frérot. plus récemment, j'ai entendu que la critique c'était de dire qu'on n'en fait pas assez sur les classes populaires blanches. Moi, j'avoue que quand j'ai entendu ça, je suis tombé de mon siège. J'ajoute même que la conscience indigène est préoccupée, pour ne pas dire gênée. La FI se préoccupe plus des non-blancs que des blancs. Elle est préoccupée que la FI, qui reste quand même un appareil majoritairement blanc, se préoccupe plus des Arabes et des Noirs que des Blancs. C'est la chaîne YouTube. Oui, C'est dingue, quand oui, même. je pense avoir compris que c'est le gars qui. Je sais pas qui c'est, Gauchiste TV, mais je pense que c'est lui qui a rajouté ça. Pour qu'on comprenne un peu de quoi il parle. Qui a dit ça. Hein. C'est fou, hein. Moi, j'aimerais tellement débattre avec elle, en vrai, mais tellement. Quel intérêt de débattre avec Cro-Blanc? Faut vraiment être un teubé pour aller. Faut vraiment être un trou du cul pour débattre avec Cro-Blanc, quoi. Mais moi, je trouve même ça sale d'aller discuter avec ce gars. Parce que pour moi, honnêtement, c'est la gauchiste la plus acceptable dans le sens où, je suis d'accord, là, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Je suis tombé de mon siège. Dire que la France insoumise en fait trop sur les intérêts des Noirs et des Arabes et pas assez sur les intérêts des Blancs. Comment dire, mon cœur a loupé un battement. Je me suis dit, mais Alors, est-ce que si on dit que la France insoumise en fait pas assez sur les Blancs, ça signifie automatiquement qu'ils en font trop sur les indigènes? C'est une vraie question parce que moi, j'ai plutôt l'impression que l'idée, ce serait que là, c'est très bien les positions qu'ils ont prises sur la Palestine. Moi, j'ai juste l'impression que là, c'est très bien les indigènes. Vous avez été très bien. Maintenant, il faut faire sur les Blancs. Ça ne veut pas dire que vous en avez trop fait, mais juste maintenant, il faut penser aux Blancs. Mais qu'est-ce qui serait trop? Qu'est-ce qu'aurait trop fait la France insoumise pour Ouria Boutelja? Vous dites, elle sous-entend qu'ils en ont trop fait pour les indigènes. Bah, ce serait quoi, par exemple? Qu'Ouria Boutelja dirait, oula, c'est trop là. Là, vous en faites trop. Parce que ça me paraît absurde comme pensée. Moi, j'ai plutôt l'idée que il faut aussi. Là, c'est très bien sur. On connaît les positions, on voit les contradictions dans lesquelles vous êtes ancrés. On voit comment, malgré tout, vous avez le courage d'être solide sur la question de l'islamophobie, d'être solide sur la question de la Palestine, d'être solide sur la question du racisme en général. Mais il faut penser. Et ça ne veut pas dire que là, vous en faites trop. Mais peut-être aussi donner l'idée que vous vous intéressez aussi au sort des classes populaires. Après, moi, en vrai, des classes populaires blanches, pardon. Après, en vrai, quand tu lis le programme et quand tu t'intéresses vraiment à la France insoumise défend déjà les intérêts des classes populaires blanches. C'est déjà le cas. Je veux dire, c'est le meilleur programme potentiellement vainqueur qui peut défendre les intérêts des classes populaires blanches. Moi, je pense que le souci se trouve plutôt du côté de la communication et de mettre en avant le programme pour montrer à quel point les intérêts des petits blancs sont protégés et sont. Mais c'est pas qu'augmenter le SMIC, hein, les gens, il y a plein. Mais par exemple, moi, je trouve que la stratégie derrière le drapeau tricolore et la manière dont ils essayent de récupérer ce drapeau tricolore pour en faire quelque chose et que les classes populaires blanches puissent se le réapproprier dans une perspective de gauche de rupture, bah moi je trouve que ça va dans le bon sens. C'est pas un drapeau que je kiffe, c'est pas un drapeau que je porte sur le corps, mais je trouve quand même que vu le contexte aujourd'hui et vu les tensions et vu comment il est mobilisé par une partie des classes populaires blanches, on l'a vu dans le Gilet jaune, bah moi je trouve que ça c'est une stratégie intéressante. Mais voilà, je trouve que peut-être que moi je pense que là il faut axer sur l'écologie, il faut axer. Moi ce que fait Bali Bakayoko est trop bien là. Il a fait plein de vidéos comme quoi il a permis à des enfants de partir en vacances et tout. Je trouve que c'est des choses sur lesquelles il faut axer. Je suis pas en train de dire que c'est pas ce que en train de faire la France insoumise, mais peut-être que c'est intéressant d'axer encore plus sur ça, quoi. Tout le monde sait que l'AFI défend aussi les blancs, faut pas faire semblant. Bah en fait, tu as un peu un discours médiatique. En fait, voilà, tu as le discours médiatique qui sous-entend que la France insoumise en fait plus pour les Noirs et les Arabes que pour les Blancs, pour les classes populaires blanches, pour les oubliés, là, les pauvres Blancs et tout. Comment on réussit? Parce qu'on est d'accord, les gens, on est d'accord que ce discours est faux. Voilà, c'est totalement faux. Et même nous, on trouve que la France insoumise, même en termes d'antiracisme, c'est cool, mais c'est pas la panacée. Voilà. Nous, on est beaucoup plus radicaux en termes d'antiracisme que la France insoumise. Mais tu ne peux pas faire abstraction. Tu peux bien dire, ah, c'est faux. Mais, ok, mais le discours, il est toujours là. Donc, comment contrer ce discours? Comment faire en sorte
comment répondre et comment mettre en avant le fait que non seulement la France insoumise est le meilleur défenseur des intérêts des indigènes, mais en plus, la France insoumise est aussi le meilleur défenseur des classes populaires blanches. Et c'est vrai que c'est un enjeu. Il y a aussi un truc de tactique. Là, on est tous d'accord que si les indigènes vont voter, ils vont le faire en majorité, je pense même à 70%, ceux qui vont voter. Il faudrait se mobiliser pour amener les indigènes à voter. Ce serait peut-être ça l'enjeu. Mais ceux qui vont voter vont déjà voter pour la France insoumise. Donc, tu as peut-être un truc de... Ah, vu la situation, vu le contexte, peut-être que c'est pas la priorité, vu qu'il y a une élection dans moins d'un an. Et je rappelle, là, le discours que je tiens là, petite précision hein, pour les radicaux, le discours que je tiens n'est pas un discours dans l'absolu. Il est un discours d'une analyse concrète, d'une situation concrète. Ce discours que je tiens là ne vaut que pour la séquence qui arrive et qui est la séquence de dans 10 mois ou 9 mois, il y a des élections présidentielles. Et les tendances montrent que les indigènes ceux qui vont voter vont déjà voter pour la France insoumise. Et donc peut-être que là, stratégiquement, pour les prochains mois, il est vrai que peut-être que l'enjeu est de comment convaincre les classes populaires blanches que le combat porté pour les indigènes ne masque pas aussi le combat porté pour les classes populaires blanches. Que la France insoumise s'intéresse tout autant, je ne dis pas plus, je ne dis pas moins, je dis tout autant aux intérêts des classes populaires blanches, parce que c'est sur ça qu'on essaye de faire la France insoumise. Vous ne pouvez pas faire abstraction de ça. Vous ne pouvez pas faire abstraction du fait que dans le discours médiatique dominant, il y a l'idée que la France insoumise s'en fout des classes populaires blanches et qu'en plus, ceux qui défendent vraiment les intérêts des classes populaires blanches, c'est le Rassemblement national. Donc, il me semble évident que là, peut-être, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça ? Parce que moi, mon objectif, c'est de gagner, en fait. Moi, mon objectif, c'est que il y a Mélenchon au pouvoir, tu vois ? Je ne veux pas m'emmerder avec des trucs moraux de « ouais, mais la loi de 2005 et tout ». Je m'en bats les couilles. Là, la priorité là, je m'en bats les couilles que la France insoumise là tout de suite soit pas pour retirer la loi de 2005. Sincèrement, je vous le dis. Hein, là, vu le contexte qu'il y a, ma priorité, c'est que mai 2027, ce soit Mélenchon au pouvoir. Oui, 2004, oui, on s'en fout d'un an. Mais voilà quoi. Donc, ça me semble pas délirant. En vrai, ça dépend de ce qu'ils veulent. Actuellement, les gens qui votent RN se sentent plus menacés par les étrangers que par la pauvreté. Ça dépend de ce que tu mets derrière intérêt. Pour l'instant, s'il n'est qu'économique, je ne sais pas si c'est suffisant. Mais après, Pomme, c'est justement le discours qu'essaye de porter le QGD colonial, de dire, et c'est ça qu'on se met parfois en contradiction avec certains marxistes orthodoxes, et notamment, je pense, la pas du team, en disant, non, mais c'est très bien de parler des intérêts économiques et tout, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui vont faire bouger les classes populaires blanches. Sachez que les classes populaires blanches sont prêtes à aller contre leurs intérêts économiques directs, mais pour sauver la patrie, on est des vrais plans, on est des vrais Français. Faut sauver cette France. Donc, comment on fait aussi pour parler aux affects des classes populaires blanches et leur faire comprendre que, mais vous savez que vous avez aussi à gagner en termes de peuple révolutionnaire à aller avec la France insoumise. Voilà, c'est des discours qu'on a, quoi. Si Mélenchon te propose d'être dans le gouvernement, qu'est-ce que tu choisis comme ministère ? J'y ai réfléchi cet été. Et donc, si Mélenchon me propose d'être au gouvernement, j'ai déjà mon ministère. C'est le ministère du temps libre. Et ce n'est pas une blague. Ça existait. Je crois que c'était le Mitterrand l'avait mis ça. Ministère du temps libre. Les gens, c'est pas une blague, hein. Le ministère du temps libre. Voilà, je voudrais ce ministère. Pour CS... Ah oui, mais moi ça va être la décroissance, ça va être le repos, ça va être les congés, multiplier les congés et tout, voilà, ça va être les vacances pour les gens, de l'argent pour la culture, le théâtre, tout ça, voilà. Donc ministère du temps libre. On est où en fait ? On est là à parler de, à faire valoir, parole d'honneur, maintenant c'est devenu le porte-parole des Blancs, c'est devenu... Faut arrêter, le parole d'honneur est devenu le porte-parole des Blancs. Oui. Oui, c'est le Ku Klux Klan même. Non, mais attendez, regardez le nombre d'émissions qu'ils ont fait. Barbara Butch, Youssef démonte le PCF, notamment sur la question de l'antiracisme. Nouvelle France, Hamza Ladouane, cette super vidéo de Boulaya, boycott culturel. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter de faire croire
que c'est une émission de blancs, quoi. C'est pour les blancs. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a eu 3 émissions sur comment parler aux blancs et c'est devenu un sacrilège. En fait, il y a un truc, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais on est dans un pays majoritairement blanc. Voilà. Je sais. C'est dommage. Gauchiste TV, c'est la chaîne qui a surfé sur le drama Balti, Dani, toi et moi. Donc, part du principe qu'il a pris les extraits les plus fitna et pas les plus politiques à prendre. Donc, clique sur la chaîne, tu vas capter. Ah, ok. On fait cet extrait et on va regarder la vidéo en entier juste pour voir si c'est totalement différent de ce qu'il dit. Mais même, on a déjà entendu. Il y avait Œil au beurre noir qui avait fait cette critique aussi. En mode, parole d'honneur, essaye de parler qu'aux blancs. Voilà, parce qu'on avait fait une émission sur les blancs. Faut arrêter. En fait, il faut admettre, les gens, qu'on est dans un pays de blancs, qui est en majorité des blancs. Et donc, quand tu veux intervenir politiquement, et notamment pour intervenir sur les élections, pour savoir quelle stratégie, comment influencer, comment militer et tout, tu es obligé de prendre ce fait que c'est en majorité des blancs. Voilà. Même si tu es antiraciste, tu vas devoir parler à des blancs. Voilà, t'es obligé. T'es obligé. Donc, comment on parle, je veux dire, même des vidéos pour comprendre des blancs, pour parler aux blancs, pour moi, c'est un intérêt premier dans une organisation politique antiraciste en France. Parce que c'est composé en majorité, pour le moment, de blancs. Et c'est devenu le média pour les blancs. C'est le média pour tous. Moi, je comprends pas. Si formuler des critiques à l'égard de la France insoumise devient une manière de critiquer la France insoumise parce qu'elle n'est pas assez blanche, oui, d'accord, ok, oui. Oui, c'est exactement la critique. Non, mais il y a quelque chose qui s'est... Moi, je suis d'accord. La France insoumise n'est pas assez blanche. Je pense qu'il faut blanchir la France insoumise. Mais en fait, Mélenchon met des whites. Mais quelques whites, mais quelques blancos. Quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui se brise dans mon monde. Enfin, je veux dire, je reconnais plus l'antiracisme politique. Et pour moi, c'est exactement l'inverse de ce que c'est. La stratégie n'est pas de dire vous en faites trop pour les Noirs et les Arabes, alors même que des questions comme l'abolition. Mais je pense pas qu'ils en fassent trop. Hein. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si vous voulez gagner la France insoumise, vous avez déjà... Parce que, en fait, là, il s'agit pas... Il faut aussi replacer la critique. Ouria fait une critique sur la France insoumise. Sur quel objectif? Sur l'objectif des élections présidentielles. Elle ne fait pas une critique de la France insoumise sur son bilan antiraciste d'un point de vue antiraciste, comme si la France insoumise était une organisation antiraciste. En fait, c'est exactement la même chose que j'avais avec la France insoumise, tu vois. Voilà, la France insoumise qui va se dire... sur le marxisme, je n'attends pas... Moi, je suis marxiste. Je suis pour la réappropriation des moyens de production. Je suis pour que les ouvriers réapproprient les moyens de production. Mais je vais quand même voter pour la France insoumise parce que je n'attends pas de la France insoumise qu'elle demande la réappropriation des moyens de production. Et je pense même que ce serait débile de la part de la France insoumise de demander la réappropriation des moyens de production dans son programme de campagne parce qu'en fait, elle se discréditerait aux yeux des électeurs et elle perdrait les élections. Vous voyez le débat que j'ai fait avec RP, c'est exactement ça. Je prends la France insoumise à partir de ce qu'elle est et à partir du cadre dans lequel elle s'inscrit, c'est-à-dire une force de gauche de rupture, pas une gauche révolutionnaire, gauche de rupture, qui peut potentiellement gagner les élections. Voilà à partir de quoi je vais juger la France insoumise. Et donc, effectivement, je n'attends pas de la France insoumise qu'elle soit à la pointe de l'antiracisme. Je trouve que, vu le contexte, encore une fois, c'est très contextuel ce que je suis en train de dire. C'est dans l'épisode, là, dans la séquence dans laquelle on est, qui est à dire la séquence des élections. Je trouve que dans la séquence qui est la nôtre, là, des élections, elle en fait déjà plutôt pas mal, et c'est loin, c'est cas de le dire, plutôt pas mal sur la question de l'antiracisme. Elle est vraiment pas mal, même s'il y a toujours des critiques. Allez voir la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines avec le stream anti-imp sur la question des Outre-mer et tout. Vous voyez, d'accord pour faire des critiques, il n'y a pas de souci. Mais c'est déjà plutôt pas mal, en tout cas satisfaisant, et j'assume, je vous le dis, satisfaisant, vu le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire le potentiel succès, soit d'un centriste fascisateur, soit d'un facho qui gagne les élections de 2027, c'est plutôt satisfaisant. Et je pense que par rapport à ça, il faut aussi maintenant, si la France insoumise souhaite gagner, aussi essayer de séduire les petits blancs qui peuvent potentiellement voter pour le Rassemblement national. Voilà la critique qu'on fait. Mais si on allait... En fait, si le but, c'est de montrer que, d'un point de vue fanonien,
d'un point de vue de Malcolm X, d'un point de vue d'un vrai anti-impérialiste, comme, je sais pas, Rosa Luxembourg et tout, de pointer tous les défauts de la France insoumise, bon, on est d'accord. On est d'accord que la France insoumise reste impérialiste. On est d'accord que la France insoumise a des relents encore un peu islamophobie sur la question de la loi de 2004 et tout. Oui, on est d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. On peut faire le truc. Vous n'êtes pas... Oui, la France insoumise n'est pas une organisation antiraciste. Oui, mais je n'attends pas de ça. Comme je disais avec RP, oui, la France insoumise n'est pas une organisation marxiste révolutionnaire. Mais je n'attends pas ça d'elle. Je pense que si elle l'était, elle ne serait pas... potentiellement vainqueuse des élections de 2027. Elle ne serait pas à 20% ou alors à 15% des intentions de vote, mais à 3%, comme le NPA, comme Révolution Permanente, qui sont beaucoup plus basées sur la question de l'anti-impérialisme et de la question de l'antiracisme. Voilà. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours resituer la critique. La critique n'est pas de dire que, fondamentalement, la France insoumise est un bon parti antiraciste. On trouve que, vu le contexte actuel, la France insoumise fait plutôt un travail plutôt satisfaisant sur ces questions-là, assez satisfaisant pour qu'on vote pour elle et qu'on se dise maintenant, il faut aussi que tu séduises les classes populaires blanches parce que nous, on a intérêt à ce que la France insoumise gagne les élections. 27%. Pardon, Milan, pardon. En gros, pour toi, Wissam, dans un monde idéal, la France insoumise serait le centre-gauche PS. Bah oui, non mais attendez, moi, toutes les critiques que de la France insoumise est un parti réformiste et tout, oui, je sais. Mais en plus, encore une fois, je souhaite que la France insoumise gagne en 2027, mais le combat ne va pas s'arrêter là. Ça reste un parti réformateur qu'il faudra bouger, qu'il faudra agiter, qu'il faudra continuer à militer, qu'il faudra de déplacer le curseur encore plus à gauche. Oui, c'est tout. Voilà. En fait, vous en faites trop pour les Noirs et les Arabes, alors même que des questions comme l'abolition, dont on parlait tout à l'heure, l'abolition de la loi de 2004, la question de l'abolition de la loi de 2004 n'est même pas dissible à cause... Voilà, moi ça je m'en fous, voilà, je vous le dis direct. Je m'en fous pas qu'il y ait la loi de 2004, je suis pour la fin de la loi de 2004, mais ça ne m'étonne pas que la France insoumise n'ait pas comme projet l'abolition de la loi de 2004. Mais c'est évident, ça me paraît évident. On ne peut pas attendre d'eux. Bien sûr, dans le monde idéal, en fait, dans le monde idéal, je voudrais que Malcolm X se présente en tant que président de la France. Voilà. Si tu veux aller par là, oui, moi je veux que ce soit Malcolm X le président de la France. Sauf que ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Et sur la loi de 2004, je veux la fin de la loi de 2004. Mais je ne peux pas attendre ça de la France insoumise à 1 an des élections présidentielles. Et vu comment ils s'en prennent déjà plein la tête en étant vus comme le parti de la France islamiste, en fait. La loi de 2004, les gens, c'est sur les signes religieux à l'école. Donc, imaginez si Mélenchon, il arrivait à 9 mois des élections et avec tout le truc de la France insoumise, c'est les islamistes, c'est l'Iran, c'est la Russie, c'est des antisémites, c'est des pro-palestiniens, ils sont infiltrés par les musulmans et tout. Imaginez si Mélenchon arrivait et dit je suis pour la fin de la loi de 2004, du voile à l'école. Ah là là, mais moi, je trouve que c'est trop un risque à prendre. Trop un risque à prendre, surtout que, je suis désolé, mais là, effectivement, la loi de 2004, c'est une horreur. Ça gâche la vie à énormément de personnes musulmanes. Mais il y a déjà énormément de choses sur lesquelles la France insoumise pourrait agir pour faciliter déjà la vie des musulmans et des musulmanes. Vous voyez ? Rien que, tout simplement, pouvoir faire du sport avec un hijab. On est très, très, très loin du compte. Oui, effectivement. Je suis d'accord avec toi, Norman. Oui, on est très loin du compte. La France insoumise n'est pas l'organisation antiraciste de nos rêves. On est d'accord sur ça. Hein. Ça, je veux dire, il n'y a aucun désaccord entre nous. On est très, très loin du compte. Et le fait qu'aujourd'hui, une partie de l'antiracisme politique... Petite précision. J'adore Norman. N'allez pas dans la fitna et tout. Pour moi, c'est un débat contradictoire entre Norman et moi. Mais je trouve Norman trop fort. Je trouve Norman trop fort en termes de philosophie, de théorie et tout. Juste sur les trucs politiques, on ne sera pas d'accord. Donc voilà, ne venez pas dire « Ah, il y a une rupture et tout ». Non, mais en plus, ça a toujours existé, ces discussions, ces contradictions et tout. Ça fait partie de la vie militante. Parfois, on n'est pas d'accord. Voilà. Il faut arrêter de servir les intérêts des Noirs et des Arabes et au contraire, servir les intérêts des Blancs plus prioritairement. Moi, c'est quelque chose qui est pour moi complètement incompréhensible. J'ai pas envie de faire, d'attaque excessive sur ce sujet parce que je suis tellement interdit. J'ai l'impression qu'il doit me manquer quelque chose, il doit me manquer un élément de compréhension parce que il y a là-dedans quelque chose qui est simplement aberrant,
qui est simplement aberrant. Et comment dire, je me dis, bon, il doit me manquer une pièce du puzzle pour comprendre. Bah moi, pour moi, la pièce du puzzle qui manque, c'est que la France insoumise ne pourra pas gagner sans l'électorat des classes populaires blanches et qu'il faut continuer le combat pour les quartiers populaires, comme ils aiment à dire, les indigènes, c'est-à-dire qu'il faut rester droit sur la question de la Palestine, rester droit sur la question de l'islamophobie. Alors, droit avec des guillemets, parce que oui, ils ne vont pas revenir sur la loi de 2004, mais la loi séparatiste, faciliter la vie pour les femmes musulmanes, même des débats sur le burkini et tout, revenir sur ça et tout, ça serait déjà pas mal, tu vois, le truc de l'abaya, et rester droit sur la question des violences policières et tout. Nous, on n'est pas du tout en mode, il faut revenir en arrière. Non, il faut maintenir ses positions. Maintenant, il faut aussi, parce que l'élection ne se gagnera pas sans ça. Pour moi, il y a 2 points. Les 2 points principaux, c'est convaincre les gens d'aller voter dans les quartiers. Là, pour moi, le vrai travail à faire dans les quartiers, c'est de la propagande de « faut aller voter, les gars. Faut aller voter ». Là, de toute façon, les gens qui vont voter, vous allez dans les quartiers, vous allez voir des Noirs et des Arabes. S'ils vont voter, vous avez 2 chances sur 3 qui vous disent qu'ils vont voter pour Mélenchon. C'est fait. Ils sont convaincus. Ils sont convaincus que s'ils doivent voter, ils vont voter Mélenchon. Maintenant, l'enjeu, c'est de les amener à voter. C'est de passer le pas. C'est de le faire. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, parce que ça ne suffira pas, c'est de convaincre une partie des classes populaires blanches, pas seulement ceux qui votent RN, hein, parce qu'on se concentre beaucoup sur celles qui votent RN, mais aussi les abstentionnistes. Voilà. Convaincre ces classes populaires blanches qu'elles ont intérêt à voter pour la France insoumise, notamment une partie des classes populaires blanches qui croient que ce qui intéresse la France insoumise, c'est que la Palestine, c'est que les violences policières. Effectivement, ça intéresse la France insoumise, il n'y a pas que ça. Il y a la question de l'écologie, il y a la question de... Il y a la question du SMIC, il y a la question du soin, il y a la question de la culture. Voilà, c'est des choses qui les intéressent aussi. Donc, pour moi, c'est les deux points principaux pour les 10 mois qui arrivent. Si je comprends bien, tu critiques la tech sur les petits blancs. Absolument. Absolument, bien sûr que je critique la tech sur les petits blancs. Je voulais même pas spécialement parler là. J'avais oublié pour tout vous dire. Mais là, ça m'est revenu. Bah oui, pour moi, c'est calamiteux. La tech de dire qu'on n'en fait pas assez, que la France insoumise n'en fait pas assez sur les petits blancs, c'est calamiteux. Pour moi, le simple fait de le dire même se suffit à soi-même. Le simple fait de le dire se suffit à soi-même. Mais tu sais, ça serait intéressant. Moi, j'aimerais bien voir, pour Norman, ce serait quoi la stratégie là, par exemple, on voit que la France insoumise est à 15-20%. Ce serait quoi pour Norman Ajari la stratégie que devrait adopter la France insoumise pour gagner les élections? Parce que c'est ça le sujet, en fait. Le débat sur lequel est Ouria Boutelja n'est pas de savoir si la France insoumise est assez antiraciste ou pas assez antiraciste. Non, le débat dans lequel s'inscrit Ouria, c'est qu'est-ce que doit faire la France insoumise pour gagner les élections? Et là, ce serait intéressant de voir quel serait l'avis de Norman Ajari. Tu vois, pour lui, qu'est-ce que devrait faire la France insoumise pour gagner les élections? Mais je pense que soit il va dire qu'il ne s'y intéresse pas, soit il va dire que ce n'est pas son sujet, c'est un sujet de blanc. Mais bon, voilà. Moi, j'ai d'autres perspectives. Je pense quand même que les élections qui arrivent sont importantes. Et parmi les combats que je vais mener cette année, il y a le combat pour que la France insoumise gagne les élections. Mais donc, à partir du moment où pour toi, la victoire de la France insoumise n'est pas importante, ça ne sert pas à grand-chose à débattre parce que c'est le sujet du débat. Le débat, c'est pas de savoir si la France insoumise est importante ou pas importante. On pourrait en débattre à côté. Nous, on est sur l'idée, là, le débat dans lequel est Ouria, c'est non, comment faire pour que la France insoumise gagne? Parce que pour elle, c'est déjà clair qu'il faut que la France insoumise gagne. Maintenant, le sujet qu'elle pose est quelle stratégie doit employer la France insoumise pour gagner? Mais nous, Norman et Ouria, sur un plateau, je t'en supplie. Après, si c'est pas... Voilà, si le débat, c'est comment faire pour que la France insoumise gagne, et Norman dit, moi, je m'en fous que la France insoumise gagne, le débat n'a pas d'intérêt. Regarde le débat Bégodeau-Ouria animé par Soufiane Brahimi. D'ailleurs, je lui passe le salam à Soufiane s'il est là. C'est quasi le même sujet. Ok, j'irai voir. Après, justement, tout le sujet, c'est comment faire gagner LFI, mais elle doit rester un minimum basée. Donc, chacun place son curseur sur ce qui doit être dit ou pas dit. Mais en fait, sur le truc, l'AFI doit être suffisamment basée, c'est-à-dire qu'elle l'est déjà plutôt pas mal. Encore une fois, elle l'est déjà plutôt pas mal pour un parti réformiste qui peut gagner les élections et qui peut faire barrage autant à l'extrême droite qu'à un centre qui est en train de se fasciser. Par exemple, elle doit être basée, mais c'est quoi les critères de valeur basés? Mais c'est ce que je te disais, Eddy. Je ne vais pas traiter de la même manière RP et France insoumise, parce que je n'attends pas la même chose de ces deux partis. Je n'attends pas de la France insoumise qu'elle soit un groupe marxiste révolutionnaire. Et donc, je trouve que à un an des élections, la France insoumise est plutôt basée.
plutôt basée. Elle l'a prouvé. Je veux dire, elle a résisté à pas mal de tempêtes. Je suis désolé, mais si en 2021, 2022, on m'avait dit que la France insoumise serait aussi basée sur la question de la Palestine, je n'y aurais pas cru. Je n'y aurais pas cru. Bah, la critique, c'est aussi que les positions antiracistes de l'AFI sont le fruit d'années de travail militant. Et là, c'est bizarre de la part d'un pilier de la militance décoloniale de juste sucer au moment où vous pourriez la tirer plus loin. Mais bon, mais en fait, c'est ça sur lequel on n'est pas d'accord. Déjà, vous croyez trop que nous, on a un pouvoir sur la France insoumise. Tu vois? Genre, nous, si on dit... en fait, rendez-vous compte aussi des conditions matérielles. Je veux dire, c'est quoi? Si QG décolonial, parole d'honneur, dit on va pas voter pour la France insoumise, vous croyez que ça va être quoi Parce que là, vous nous prêtez aussi un pouvoir de pression qui n'existe pas, en fait. Qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de faire pression. Par contre, on peut donner des pistes d'analyse et on peut donner des pistes à développer et à explorer pour réussir à développer un meilleur discours politique et des meilleures perspectives à présenter aux gens. Mais les gens qui sont en mode vous pourriez tirer la France insoumise plus loin. Là, à 1 an des élections, on pourrait tirer la France insoumise plus loin sur quoi, là? Genre la loi de 2004? Genre, pour vous, notre intérêt, là, maintenant, à 9 mois des élections, c'est de faire en sorte que la France insoumise demande le retrait de la loi de 2004? Bah, c'est là où on ne va pas être d'accord, parce que pour moi, je veux dire, d'une, ça va être compliqué avec notre rapport de force d'imposer ça à la France insoumise. Et deux, je ne crois pas que ce soit bon pour la France insoumise, dans le cadre des élections présidentielles, vu le contexte du moment, d'adopter aujourd'hui la ligne de la suppression de la loi de 2004. Voilà. Louria a littéralement dit le contraire quand elle dit Mélenchon est un butin de guerre. Louria ne parle pas du QG décolonial ou de parole d'honneur. Elle parle de 15 années de militantisme, pas seulement du QG. Elle parle de l'antiracisme politique dans son ensemble. Et en plus, et on en vient à ce que vous n'avez pas assez lu, Louria. Elle fait le bilan de 2020, du comité Adama et de comment l'antiracisme politique a explosé. Les gens, il n'y a plus vraiment d'organisation de l'antiracisme politique. Peut-être que vous êtes nouveau, donc vous ne le savez pas, mais de 2005 à 2020, ça a été énorme. Et ça s'est soldé à la fin par la mobilisation contre l'islamophobie et les trucs du comité Adama. Mais ça a été les gens, c'était riche de ouf. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout le monde a été absorbé par la gauche. Il y a des militants qui étaient de l'antiracisme qui sont maintenant dans des organisations de gauche. Sauf que là, maintenant, c'est une ruine qu'il faut reconstruire. Mais l'antiracisme politique, en termes comme une organisation forte, regardez, allez, c'est quoi la dernière... la dernière grosse mobilisation antiraciste, la dernière que j'ai faite, c'était la France insoumise, quoi. Les seuls mouvements là qui se truquent, c'est sur la Palestine. Hein. Ouais, Bagayoko, tu penses la même chose pour la régularisation des sans-papiers? Oui, je pense la même chose. Tout en étant pour la régularisation des sans-papiers. Mais je ne pense pas que la France insoumise va faire cette proposition. Voilà. Par contre, c'est à nous, à côté, de continuer à militer pour la régularisation des sans-papiers. Peut-être qu'il faut que tu fasses un parcours d'un insoumis un peu comme Compostelle ou La Mecque ou Ruffin. Tu iras dormir chez un insoumis au mois d'août. Ouais, j'aimerais bien prendre plutôt d'autres vacances au mois d'août. Mais voilà, Julien ne prétend pas que le QG a eu un poids sur Mélenchon en lui-même. Par contre, je pense que depuis 2020, Parole d'honneur, mais aussi la Zavoie, mais aussi la PA du team et tout, on a eu une influence, non pas en termes d'orientation, de proposition, mais plutôt en termes de manière de défendre tel ou tel sujet. Je pense, voilà, mais après, j'ai aucune preuve de ça, mais c'est ma conviction à moi. Mais je pense que, par exemple, sur la question de la Palestine, je suis persuadé qu'on a donné des billes, on a donné des éléments de langage, on a donné des arguments pour avoir une position et pour pouvoir défendre la question de la Palestine sur les plateaux ou même politiquement, tu vois. Mais je ne pense pas qu'on soit assez fort pour, influencer une ligne, c'est-à-dire, par exemple, pour faire en sorte que la loi de 2004, la France insoumise demande pour 2027 la suppression de la loi de 2004. Et je ne pense pas non plus que ce serait une bonne chose pour la France insoumise, dans le sens où je pense que ça lui ferait plus perdre des points que ça lui en ferait gagner. En fait, Wissam, il y a ceux qui disent qu'il faut abolir la loi de 2004. Il y a ceux qui disent ah là là, pourquoi les filles parlent autant des musulmans? Ils vont nous faire perdre du coup. Ce qui fait peur à certains antiracistes, c'est que pour gagner, jusqu'où on doit se taire sur des sujets pour pas s'aligner les blancs. C'est à ça que Ajari. Mais moi, les gens, est-ce que vous me voyez m'empêcher de parler de la loi de 2004? Non. À aucun moment, je veux dire, moi, je ne vais pas empêcher les gens de parler de sujets antiracistes. Par contre, je pense. Mais en fait, la France insoumise. Je veux dire, de toute façon, la France insoumise ne va pas parler de la loi de 2004. Mais après, ça, le curseur sur lequel on doit mettre le combat antiraciste, c'est un débat qu'on a là.
tu vois. C'est un débat, veut dire, il n'y a pas un truc qui est fixé, il n'y a pas un truc qui est objectif, il n'y a pas un truc qui est... ouais, il y a pas des critères très clairs qui sont déterminés, mais c'est une vraie discussion. Et moi, je pense que là, la loi de 2004, ça me semble trop touchy vu l'ambiance du moment, quoi. Alors, il l'a dit en interview, ouais, James a dit qu'il ne serait pas contre si la majorité du camp était pour. Oui, donc ça veut dire qu'il il va pas le faire. Je pense qu'il faudrait voir... Je sais pas s'il y a des statistiques sur les opinions, mais je pense qu'on est très loin d'une majorité, même à gauche, qui serait pour le retrait de la loi de 2004. Hein. Je veux dire, même à gauche. Même au sein de la France Insoumise, là. Hein. Même au sein de la France Insoumise, je ne pense pas qu'il y ait une majorité de la France Insoumise. Ouais, même pas sûr. Tu sais, j'essaye du retrait de la loi de 2004, peut-être 50, 60, mais ça serait étonnant. Hein. Le sujet est ultra touchy. Est-ce que la FI aurait pu fermer sa gueule sur la Palestine et l'islamophobie depuis le 7 octobre pour pas s'aligner les Blancs? Ce serait pas déconnant stratégiquement de se dire ça, mais du coup, ça fait flipper ce truc à gagner à tout prix. Mais attendez, en plus, moi, la Palestine, je trouve que c'est un très bon exemple parce que pour moi, c'est un curseur important, mais ils sont même allés au-delà de ce qu'on espérait. Voilà, c'est la France insoumise sur la question touchy, ouais, je dis touchy. C'est touchy qu'on dit, et aller au-delà de ce qu'on attendait. Mais par exemple, je sais qu'il y a des débats internes sur quelle solution proposer. Et moi, je sais que vous me voyez moi-même dire que je ne pense pas qu'il y a d'autres alternatives que la solution à un État. Mais je ne crois pas que la France insoumise puisse publiquement tenir cette position-là aujourd'hui. Voilà. Je pense que le maximum que peut faire la France insoumise, tout en continuant à défendre les droits des Palestiniens, c'est dire on est pour la solution à 2 États. Oui, il n'y a que Rima. Il y a que Rima et qui a une discipline de se plier aussi à la ligne du parti et qui essaye quand même de pousser petit à petit le parti sur ces solutions à un État. Mais imaginez si Mélenchon arrivait et disait la Palestine, c'est une solution à un État. Des scandales de fou. Hein. Des scandales de fou. Après, peut-être qu'il se releverait des scandales de fou. Peut-être qu'il serait capable d'affronter ces scandales de fou, ces accusations d'antisémitisme, de génocide. Parce que ça va être ça. Hein. S'il dit solution à un État, ils vont dire ça veut dire les Juifs à la mer. Mélenchon veut envoyer les Juifs à la mer. Ça va être ça. À chaque fois que tu as un truc à un État, c'est ça les trucs qu'ils te disent. Mais peut-être qu'il s'en sortirait. Mais je trouve que, encore une fois, contexte, à 10 mois des élections, ce n'est pas quelque chose que je tenterais, moi. Voilà. Je ne tenterai pas ce coup. Je serais à la tête de la France insoumise, c'est pas un pari que je ferais. Après, Wissam, la solution à un État, le vieux a déjà dit qu'il commencera à y voir un débat LFI, c'est déjà bien. Oui, que ça se joue en interne. Est-ce que tu tiens cette position parce que tu penses qu'au pouvoir, c'est possible de les faire bouger vers leur gauche? Je pense que ça sera tendanciellement plus facile. Ça sera tendanciellement plus facile. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire que ça sera plus facile dans l'absolu, mais tendanciellement plus facile de faire bouger des lignes à gauche avec la France insoumise au pouvoir qu'avec le RN au pouvoir. Contrairement à ceux qui ne veulent pas participer aux élections pour ne pas la fétichiser, moi, je trouve qu'ils la fétichisent, tu vois. Pourquoi je vous dis ça? Les abstentionnistes qui sont en mode il faut arrêter de fétichiser les élections, c'est pas ça qui va tout changer, sont en train justement de fétichiser les élections en leur donnant un pouvoir surhumain, en surinterprétant leur pouvoir. Moi, je participe aux élections parce que je ne fétichise pas son pouvoir, je dis que c'est qu'un truc parmi 1000 moyens d'action qu'on a. Et donc, à partir de ce constat, qui dit que ce sera plus facile de demander la fin de la loi de 2004 avec la France soumise au pouvoir qu'avec le RN au pouvoir, à 10 mois des élections, je dois faire en sorte que la France insoumise arrive au pouvoir. Ça me semble clair. Ça me semble limpide. Tu parles de la dernière intervention d'Ouria aux universités d'été. Oui, c'est ça, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle, évidemment. Tu nous aimes pas, c'est ça. Tu es raciste anti-blanc, say it. Mais non, je suis pas raciste anti-blanc. Mais je veux dire, vous avez pas besoin des Noirs et des Arabes pour servir vos intérêts. Le monde sert vos intérêts. Ok. Le monde sert les intérêts des Blancs, mais la France insoumise n'est pas au pouvoir. Je suis d'accord, oui. Le monde va dans le sens général des Blancs. Voilà. Les Blancs sont les suprémacistes. Ça va dans le sens des intérêts des Blancs. Oui, ok. Après, il y a des contradictions dans le monde des Blancs. Tous les Blancs ne sont pas à la même enseigne, mais ça n'empêche pas que, ok. Et la preuve de ça, c'est que c'est pas la France insoumise qui risque d'être au pouvoir, c'est le Rassemblement national. Donc oui, le monde va dans le sens des Blancs. Prenons les Blancs les plus sympathiques. Voilà. Faisons en sorte que ce soit les Blancs les plus sympas avec nous qui accèdent au pouvoir, tu vois. Ça me va, moi. Si on arrive à un moment où, il y a le média
de gauche le plus important de l'immigration sur Internet, dont le discours Après, le média le plus important de l'immigration sur Internet, c'est plutôt Histoire Crépue. Il fait beaucoup plus de vues que nous, hein, si on veut aller par là. Hein. n'est pas que les intérêts C'est des qui, Noirs mytho. et des Arabes ne sont pas assez pris en compte à gauche, mais que les intérêts des Blancs ne sont pas assez... ne sont pas... Non, mais ça, c'est pareil, parce que, oui, voilà, en fait, pour lui, il y a une contradiction au fait qu'un média indigène considère que la France insoumise parlerait pas assez aux Blancs, alors qu'un média indigène devrait parler, vu que ça défend les intérêts des indigènes, il devrait parler, il devrait dire, mais attends, on s'en fout des Blancs, il faut parler aux indigènes. Sauf qu'il y a la contradiction qui fait que pour défendre les intérêts des indigènes en France en 2027, faut faire en sorte que la France insoumise soit au pouvoir. Ouria Boutelja, en disant à la France insoumise, hey, n'oubliez pas les petits Blancs, essayez de les convaincre de voter pour eux, défend les intérêts des Noirs et des Arabes en France. Parce que la France insoumise au pouvoir, ça sera déjà un peu plus simple, avec des guillemets, hein, de défendre des intérêts antiracistes. Des Blancs ne sont pas assez pris en compte à gauche. C'est une... Ouais, white Lives Matters. Voilà, White Lives Matters. Bah ça, c'est encore un truc, on est en mode, oui, bon, il faut que la France... le pays est majoritairement blanc, il faut que la France insoumise convainc des Blancs, oui, voilà. Ouais, on est désolé, mais oui, c'est ça. C'est triste, hein, mais c'est ça. Hein. On l'a assez dit. C'est bon, là, c'est terminé. Mais comment ça s'est terminé? Comment ça s'est terminé? Le fascisme est aux portes du pouvoir et on est en train de servir la soupe aux Blancs. En fait, je trouve qu'il s'en sort en rassemblant les Blancs dans un truc ultra homogène où il y a aussi la France insoumise. Et donc, les Blancs, dire qu'il faut faire en sorte que la France insoumise gagne et remporte le pouvoir, c'est servir la soupe aux Blancs alors qu'on est à la porte du fascisme. Oui, mais bon, la France insoumise, bien qu'étant blanc, n'est pas le fascisme. Ça reste des Blancs, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, la phrase de Hamzat Boukari Yabara, la gauche française est française, il n'y a pas de souci. Allez, phrase de Sadri Hari, parce qu'elle est notre premier allié potentiel, la gauche est notre premier adversaire. Mais tu peux pas mettre au même plan, sous prétexte que c'est tous des Blancs, le fait que voilà, France Insoumise et RN, c'est pareil. Quoi. Non, on a intérêt, les Noirs et les Arabes ont intérêt à ce que la France Insoumise gagne. C'est quelque chose de sidérant pour moi. C'est quelque chose d'absolument sidérant. Et à qu'est-ce qu'on croit faire plaisir comme ça? Enfin, à qui est-ce qu'on s'imagine faire plaisir? Qu'est-ce qu'on imagine satisfaire avec ça? Les Blancs en question, ils n'en ont rien à foutre. La fille n'arrête pas de parler de sujets universalistes qui concernent les petits Blancs, défense des services publics, lutte contre les centres machin. J'ai du mal à comprendre en quoi la fille a abandonné les classes populaires blanches. Elle n'a pas abandonné du tout. Elle n'a pas abandonné du tout. Le langage de l'universel est le langage des Blancs, le langage particulier est le langage des non-Blancs. On est obligé de... Enfin, je veux dire, c'est la leçon de Black Lives. Parler le langage du particulier, c'est nécessairement parler le langage des minorités. Et tout ce qui concerne le général, tout ce qui concerne l'universel, tout ce qui concerne l'universalisme, concerne prioritairement les Blancs. C'est plutôt une question pour Norman. Ah, ok. Justement, c'est ça la question. Quel discours pour parler aux Blancs si c'est le discours universel de base? Vous parlez aux affects révolutionnaires. Réussir à parler aux affects blancs et de dire, mais attendez, il y a des choses sur la France. Moi, il y a l'idée de... Moi, je suis pas contre le fait d'être fier d'être français. Enfin, c'est le truc que je vous dis souvent. Moi, il y a des choses sur le fait d'être français, je suis fier. Mais fier de quoi? Je suis fier de Louise Michel. Je pense que ça serait énorme si la fierté en France, c'est genre, hey, moi je suis fier d'être le pays de la Révolution. Je suis fier d'être le pays de mai 68. Je suis fier d'être le pays de la Commune. Je suis fier d'être le pays d'un véritable universalisme révolutionnaire. Je suis fier d'être un pays qui est pour l'humanité plutôt que pour son petit truc rabougri. Ça, je pense que c'est des trucs qui peuvent convaincre. Vraiment, je pense vraiment que ça peut convaincre. Une sorte de chauvinisme universaliste. Ouais, nous les Français, on est pour un vrai internationalisme. Voilà. Ouais, je pense que ça peut être cool. Hein. En plus, les gens, je suis pas en mode c'est sûr que ça va marcher. Et je suis pas en mode c'est sans danger. Bien sûr qu'il y a des dangers derrière. Mais le militantisme, il y a des dangers. Hein. C'est le boulot de Pacôme aussi avec l'Empire n'a jamais pris fin de réécriture du rayonnement national. Bah, bien sûr. Faut faire rêver. Ils font tout à fait le travail sur les Blancs. Ils font absolument le travail sur les Blancs. Et réhabiliter, par exemple, Robespierre. Mais frère, personne ne connaît la Commune à part les gauchistes. Mais ça, parce qu'on en parle beaucoup. Mais pourquoi on ne connaît pas la Commune? Oh là là. Pourquoi on ne connaît pas l'une des premières expériences révolutionnaires où le peuple s'est organisé par lui-même et tout, et que la bourgeoisie a dû faire alliance avec les étrangers pour mettre fin dans le sang à cette révolution? Mais pourquoi? Et pour rétablir la République bourgeoise. Ah, pourquoi on ne la connaît pas, cette Commune? Bah oui, tout m'étonner, oui. Il y a plein de figures, il y a plein d'épisodes historiques de la France qu'on ne connaît pas, parce que ce n'est pas dans les intérêts de la bourgeoisie, oui. Mais c'est à nous de faire un travail dessus. Mais du coup, LFI le fait, donc il manque quoi du coup? Mais ça, après, les gens, moi, c'est des vraies discussions à avoir. En fait, comprenez que moi, j'ai pas de solution. Par contre, il est évident
me semble-t-il, qui a un discours médiatique qui dit que la France insoumise s'intéresse beaucoup plus aux Noirs et aux Arabes qu'aux petits blancs. Et que, en fait, le seul parti qui parle aux petits blancs, c'est le Rassemblement national. On est d'accord qu'il y a ce discours-là. Qu'est-ce qu'on fait pour contrer ce discours-là? Peut-être qu'il faut... Certainement que la France insoumise le fait déjà. Mais peut-être que ce n'est pas en termes de qualité qu'il faut faire, mais en termes de quantité qu'il faut accélérer. Faire beaucoup plus ce discours-là. Les montages de Mao Bichlong et Gloupatat, je trouve que c'est excellent. Excellent. Pour rendre la France insoumise cool, pour rendre Mélenchon cool et tout, c'est excellent. Comme quoi, il y a des choses à penser là-dessus. Et c'est pas, et je suis pas en train de dire... mon discours n'est pas de dire que la France insoumise n'a pas fait un programme pour les classes populaires blanches. Mais là, c'est plutôt en termes de communication qu'il faudrait voir. Hot take, comme il y en a beaucoup. Mais celle-ci, je vois pas, j'arrive même pas à voir sur quoi elle se base, à part sur le fait d'être une hot take. Ah, vous vous attendez à ce que je dise que les Noirs et les Arabes, c'est important. Ben non, à la place, je vais dire que les Blancs, c'est important. Ah ah, quelle surprise. Ah, je vous ai pris par surprise. Vous y attendiez pas, celle-là. Ben non, on s'y attendait. Bon, après, ça fait un moment qu'elle dit ça. Je veux dire, là, c'est quoi? C'est son discours de l'année dernière. Elle a déjà sorti Beauf et Barbare. Et avant ça, elle avait déjà des discours un peu qui préparaient Beauf et Barbare. C'est pas non plus... Bon, là, je suis pas d'accord avec toi, Norman. Je veux dire, c'est pas une haute texte. Ça fait un moment. Elle parlait aussi du Frexit décolonial. Elle en a déjà parlé avec Bégodeau il y a 3 ans. Voilà. Je veux dire, là, dans le terme du QG décolonial, c'est pas... les gens s'y attendaient pas. Non, ça fait un moment qu'il y a ça. Hein. On s'y attendait pas parce que ça n'a aucun sens. Évidemment, on s'y attendait pas. On s'attend pas à ce que des... Oui, bon, voilà. En termes de hot take, c'est vrai, Norman. C'est vrai que bon, tu es aussi le pro des hot take. Et j'adore ça. Encore une fois, j'adore ça. Je suis pas du genre à dire, il faut pas faire des hot takes. J'adore. Mais bon. Absurdité, on s'attend pas à un cercle carré, on s'attend pas à une licorne, non, on s'attend pas à des trucs comme ça, effectivement, ça surprend, oui, ça surprend, mais pas pour les bonnes raisons. Et en outre, le truc sur le classisme, c'est que moi, lorsque je vois un blanc raciste, un beauf raciste, j'en ai rien à foutre, je le pratique de la manière la plus intense. J'ai pas fait fucking bac plus 8 pour me laisser traiter de nègre par un gros débile. Ouais, mais ça, on est tous d'accord. Et moi, en plus, c'est ce que je disais sur la vidéo du Rassemblement national. Quand on a fait le truc du Rassemblement national, il ne s'agit pas... En fait, moi, j'étais pas d'accord avec le discours, notamment, qui était tenu par certains à gauche, de « Ah, il faut comprendre les gens du RN et tout ». Il y a comprendre, mais il n'y a pas non plus tout excuser. C'est-à-dire, c'est pas non plus des bébés phoques, hein, les électeurs du RN. Et les comprendre, c'est leur parler d'homme à homme, en fait. Enfin, d'homme à homme, d'égal à égal. On va pas se taire, on va pas se faire marcher dessus sous prétexte que les pauvres ils souffrent. Oui, non, mais il y a plein de gens qui souffrent, ils sont pas forcément racistes. Maintenant, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui amène les gens à voter RN pour essayer de le contrer. Il y a toujours intérêt à comprendre l'électeur RN pour voir qu'est-ce qui peut le convaincre, mais il ne s'agit pas non plus de le brosser dans le sens du poil. On est tous d'accord avec ça. Et évidemment s'il y a quelqu'un qui vous insulte de manière raciste, vous n'allez pas dire « Oh, le pauvre ». Non, il faut répondre, quoi. Et Dante, j'en ai strictement rien à foutre. J'utilise toutes les armes qui sont à ma disposition pour me défendre du racisme et j'ai absolument aucune sympathie pour... Bon, là, je pense que c'est lui qui a rajouté ça. Je pense que c'est Gauchiste TV qui a rajouté ça pour faire la fitna. Non, tu ne veux pas tomber là-dedans. Là, tout le monde est d'accord avec ça. Hein. Ouria serait d'accord avec ça. Il n'y a pas de fitna là-dessus. Hein. Non, mais... Dire les blancs, pauvres, racistes. Ah là, mais ce Gauchiste TV. Non, mais t'es mignon. Etc. Je veux pas faire alliance avec eux. J'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de les convaincre, etc. Pour moi, oui, bon, mais là, on est d'accord avec Norman. Ce sont mes ennemis, point final. J'ai pas cette espèce de pudeur de... D'ailleurs, je pense que c'est là où ça serait intéressant la discussion entre Bégodeau et Ouria sur la question des beaufs, parce que les beaufs, Ouria ne défend pas les beaufs en tant que tels. C'est-à-dire, elle ne défend pas les gens qui sont racistes, les gens qui sont sexistes, les gens qui sont réactionnaires, les gens qui sont anti-syndicats. Elle n'est pas en mode « Ah, c'est des gens gentils, en fait, il faut leur parler ». Elle parle de l'image du beauf. Et en fait, quand tu lis son truc sur l'image des beaufs, c'est l'image qu'ont les élites des classes populaires blanches. Les élites ont l'image des Noirs et des Arabes comme des barbares et les classes populaires blanches comme des beaufs. Donc, elle parle de ces deux imaginaires-là, du mépris que subissent les classes populaires, le prolétariat en général, et de voir comment ils peuvent s'allier. Mais elle n'est pas en mode « les beaufs, c'est génial ». Genre, un vrai beauf, c'est génial. Et c'est là où ça se rejoint avec Bégodeau en mode « ouais, non, mais les beaufs, c'est pas cool. Hein. Les beaufs en eux-mêmes, c'est pas cool. » C'est vrai qu'un beauf, il casse les couilles, le beauf. Mais la manière dont c'est perçu par l'élite, genre les prolos qui sont vus comme des beaufs ou des barbares, ben là, il y a peut-être quelque chose, un enjeu à avoir. Moi, je suis vraiment by any means necessary. Voilà. Et d'ailleurs, parce que je sais que beaucoup aiment bien la tech de by any means necessary, par toutes les armes nécessaires. Mais en fait, et je suis d'accord avec ça, moi, c'est une phrase que j'adore, par tous les moyens nécessaires. Mais prenons cette phrase à la lettre, respectons-la. Par tous les moyens nécessaires, ça peut être aussi le vote. Allez, un dimanche, tu mets ton bulletin de vote. Voilà, c'est un moyen.
C'est un des moyens. Un parmi d'autres. Faut pas le fétichiser. Un parmi d'autres. Un point, c'est tout. Et je les connais, j'ai grandi avec eux, comme on disait avant, je viens de Forbach, etc. Je sais ce que c'est. Oui, il a grandi, Norman Najari, il a grandi dans des milieux un peu paysans, un peu campagnards et tout, dans la province et tout. Voilà, pas beaucoup d'habitants, je crois que c'est... Donc oui, je pense qu'il connaît bien les petits blancs, Norman Najari. Ces voteurs Rassemblement National, ces gens qui ont du Hitler dans leur arbre généalogique. Je crois pas que Malcolm X aurait voté Mélenchon, tu forces. Mais en fait, pour moi, ce débat n'a pas de sens. En fait, pour que Malcolm X ait voté Mélenchon, il faudrait que Malcolm X soit né en France, avec la tradition, dans la socialisation française, ait vécu le racisme à la française, et notamment l'islamophobie, et soit dans le contexte actuel de la France d'aujourd'hui, avec... plus vraiment de perspectives révolutionnaires et le risque du fascisme et la possibilité d'avoir Mélenchon au pouvoir. Donc, est-ce que le Malcolm X des années 50 États-Unis ont voté pour Mélenchon? Non, mais ça n'a pas de sens. Maintenant, Malcolm X, en tant que tel, qui aurait évolué dans le contexte français moderne tel qu'on le vit aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais peut-être que oui, peut-être que non. Mais cette question n'a pas vraiment de sens. Fanon, vous savez que Fanon a évolué au FLN tout en critiquant le FLN. Fanon était ultra dialectique. Il a été, c'était pour lui nécessaire de militer au FLN tout en prévenant, en critiquant les élites du FLN et en disant, oulala, attention. Attention. Je les connais trop bien pour avoir de la sympathie pour eux et pour oh, mais quand même, je les plains, etc. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Tu penses quoi de son point de vue par rapport au Frexit? J'avoue que je trouve intéressant, mais tout le monde dit que c'est son argument le plus éclaté. Le Frexit décolonial, je me souviens, j'étais encore au pire à l'époque. Moi, ça m'avait rendu triste. Comme quoi, Norman, le Frexit décolonial, t'étais encore au pire. Comme quoi, tout ce truc sur beauf et barbare, c'était dans la même lignée, hein, le Frexit décolonial et tout. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau qu'elle a dit l'année dernière pour faire une autre take. Quand ils ont adopté ça. Et je me souviens très bien, ils voulaient que j'aille. Mais c'était au pire. Je suis même pas sûr que c'était au pire, le Frexit décolonial. Je suis pas sûr. Ils voulaient que j'aille à la Réunion ce jour-là, mais peut-être. Hein. Je pouvais pas. J'étais en train de bosser. Avec Kader Attia sur son documentaire, sur un documentaire qu'il était en train de faire à ce moment-là. C'est quoi le Frexit décolonial? C'est l'idée que pour les intérêts des coloniaux, même pour les intérêts des coloniaux et antiracistes, que la France sorte de l'Union européenne, c'est une bonne chose. Voilà en gros. L'idée d'Ouria, c'est de dire, mais attendez, c'est une bonne chose, même dans les intérêts des coloniaux, antiracistes et tout, que la France sorte de l'Union européenne. Mais sachant qu'un Frexit décolonial, ça exigerait, parce que les gens, en fait, voient juste la France, genre Macron qui sort de l'Union européenne, mais c'est pas ça. Genre le Frexit décolonial, ce serait une puissance de gauche, genre Mélenchon, qui décide en plus de sortir de l'Union européenne. Mais ça voudrait dire déjà, parce que la condition du Frexit décolonial, c'est d'avoir Mélenchon au pouvoir. Mais ça voudrait dire déjà qu'on a Mélenchon au pouvoir. C'est déjà un facteur important. 2020, putain, ça... Le temps passe, Kikirite. Le temps passe. Se faire chier à discuter sur le Frexit décolonial. Norman n'a jamais été au QG et c'est à cette époque-là qu'il a quitté le pire, De Kader Attia, mon choix il était vite fait, clairement. J'ai pris le truc qui était le plus amusant et le plus intéressant. Mais ça m'étonne pas que Norman Najari, c'est pas quelque chose qui lui plaise, ça y a pas. En plus, mais Norman Najari est dans d'autres il est dans d'autres paradigmes, Norman, que je trouve passionnant, tu vois. Mais en fait, voilà, encore une fois, c'est pas un clash. On est vraiment dans d'autres paradigmes et tout, mais je trouve que c'est pas parce que je suis pas d'accord avec Norman sur ça que pour moi Norman n'a plus aucun intérêt. Non, au contraire, je trouve que Norman a énormément d'intérêt, que c'est trop bien, qu'il faut lire Norman. Technofascisme, là, le dernier, est excellent à les lire. Mais moi, j'ai beaucoup aimé tous ses livres. Il est aussi beaucoup dans les théories radicales noires. Moi, Norman m'a fait découvrir tout l'afro-pessimisme et tout. Et c'est passionnant. Et même les théories radicales noires, et c'est passionnant. Ce truc-là devait être discuté au pire. Moi, je m'attendais à ce que ce soit rejeté, que tout le monde dise c'est de la grosse connerie, ça n'a aucun sens, etc. Mais ça a été adopté. Et j'étais vert. Franchement, j'étais vert. Je dis, comment ça, Frexit décolonial? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça signifie? Après, ils ont passé longtemps à essayer d'expliquer ce que c'était, ce que ça voulait dire, etc. Mais moi, être en face à face avec les blancs français, je sais pas, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Mais je comprends pas ce que je comprends pas ce que ça veut dire être en face à face avec les blancs. Je comprends pas. Non, mais vraiment, je comprends pas ce qu'il a voulu dire. C'est plus qu'autre chose. Après, c'est peut-être aussi le fait que je viens d'une région frontalière, de ce qu'on appelle la région des trois frontières, etc. Donc pour moi, ce truc franco-français n'a strictement aucun sens. Il a aucune justification. Le repli national, je pense. Ok, oui, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que, en fait,
Tu as l'idée que sortir de l'Union européenne, c'est le repli national. Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais le RN, le Macron et tout, c'est du repli national et c'est pro-européen. Hein. Enfin, c'est pro-Union européenne. Hein. Arrêtez de faire croire que l'Union européenne, c'est l'internationalisme, c'est anti-repli national. Il y a les deux. Hein. Et on est dans l'Union européenne, en plus, de plus en plus fasciste. Je veux dire, c'est le repli national. Non, c'est le sorti déjà d'une institution qui est antidémocratique. C'est le sorti d'une institution qui est bourgeoise. C'est le sorti d'une institution qui participe à détruire les vies du Sud. Je veux dire, c'est pas... hein. Mais après, il y a différentes manières de sortir de l'Union européenne. Il y a une sortie d'extrême droite, il y a une sortie de gauche. Ça correspond à rien pour moi. Pour moi, c'est absolument illusoire, etc. Et même économiquement, je vois pas en quoi un fascisme en miniature est préférable à une gigantesque bureaucratie. Bon, bah voilà. Non, mais je veux dire, là, on voit qu'on n'est pas d'accord parce que lui, je veux dire, quoi, c'est un Frexit décolonial, c'est pour un fascisme en miniature. Ben non, un Frexit décolonial exige d'avoir une gauche de rupture au pouvoir. Voilà. Les gens qui croient que juste on est pour la sortie de l'Union européenne, peu importe qui propose la sortie de l'Union européenne et peu importe le comment sortir de l'Union européenne, n'ont pas lu Ouria Boutelja et n'ont pas lu les trucs sur le Frexit décolonial. C'est pas on demande à Macron de sortir de l'Union européenne, ça n'aurait pas de sens. Bref, aucun des arguments n'a réussi à me... Et on pense même qu'une gauche au pouvoir avec Mélenchon au pouvoir, s'il veut vraiment mettre en place son pouvoir, son programme, bah, il faudra qu'il sorte de l'Union européenne. Sur la question de la gestion des immigrés, sur la question de la gestion des frontières, tout ça, ça demande notamment, en plus d'avoir une force politique qui est de gauche, qui est antiraciste, de sortir de cette Union européenne. L'Union européenne aussi, il y a une sorte de colonialisme interne européen. Hein. C'est-à-dire que l'Union européenne, aussi on en parle très peu, allez voir l'entretien que j'ai fait avec Marlène Rosato, qui est excellent. Mais il y a aussi un aspect très colonial dans l'Union européenne, mais interne. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est au service des puissances européennes du centre. Hein, c'est à leur service que les pays du Sud, ce soit l'Espagne, le Portugal, l'Italie et tout, et même maintenant les pays de l'Est, triment. Donc allez voir cette super entretien. Est-ce qu'il y a pas un intérêt Alors, il y a un interlude avec l'État, voilà, un petit interlude avec l'État. Mais allez voir l'entretien que j'ai fait avec Marlène Rosato, très cool, et qui est en mode, faut sortir de l'Union européenne. C'est un programme de gauche. Sachant que Marlène Rosato est à la France insoumise. Hein. Donc allez voir. Celui à l'époque de Mélenchon, de la logique de désobéissance civile sur les lois, de désobéissance civile européenne sur les lois qui ne correspondent pas, me semble être une bonne négociation, une bonne manière de procéder stratégiquement, plus que ce projet de Frexit décolonial. Oui, bon. Voilà, il est en mode, oui, il ne faut pas sortir, il faut désobéir. Oui, bon, j'ai envie de dire, l'idée est la même. Moi, je pense que l'idée de désobéissance, peut-être que la France pourrait imposer ça, mais ça me semble... Est-ce que c'est réalisable ou pas de désobéir? Voilà. Ça me semble être une bonne négociation, une bonne manière de procéder stratégiquement, plus que ce projet de Frexit décolonial. Bah, LFI va désobéir. Mais c'est ça, en fait. S'ils veulent désobéir, ils ont des sanctions de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous croyez que l'Union européenne va se laisser faire? Vous croyez que l'Allemagne va se laisser faire? Que les autres pays vont se laisser faire? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe si la France insoumise désobéit et que les banques et tout réagissent? Bah, je pense qu'au final, si on veut aller au bout des idées, il va peut-être falloir sortir de cette Union européenne. Mais peut-être que... Moi, je vous dis, allez voir l'interview avec Marlène. C'est déjà vous présenter un projet utopique, je ne sais pas, proposer des États-Unis d'Afrique dans lesquels la France serait partie prenante à minorité. Mais dites pas, c'est le Frexit. Bon, bah voilà, c'est la fin de l'extrait. Les gens, vous me dites, moi, je serais plus Team Ouria. Voilà, je pense que en termes de tactique et de stratégie politique, je serais plus tendance à suivre Ouria. Et je pense qu'elle a plus raison que Norman sur ce sujet-là, notamment sur la stratégie électorale et sur la France insoumise dans le contexte actuel. Voilà. Dans l'épisode actuel, je serais 100% Ouria Boutelja plutôt que Norman Ajari. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez aussi, dans le chat et dans les commentaires. Hein. Et encore une fois, c'est la preuve que l'antiracisme est vivant, c'est qu'il y a des contradictions en interne, c'est qu'il y a des débats, c'est que les gens ne sont pas forcément d'accord, donc se disent « Ah, ça, je suis pas d'accord, ça oui, ça non et tout ». Tant mieux, il faut que le débat continue, il faut qu'il y ait des contradictions, il faut qu'on se porte, la négation et tout. C'est comme ça que les idées avancent et qu'on affine notre pensée et qu'on fait avancer un mouvement politique. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et n'oublie pas de donner des sous si tu peux avec le lien en description.